Alors, nous sommes toujours sur les plateaux d'LVA TV avec Roméo Bouchard et on aborde aujourd'hui en fait une question liée au dossier acéricole. On a reçu ces derniers temps pas mal de monde, notamment Angèle Grenier, Daniel Gaudreault, Nathalie Bombardier. Et en fait, on se rend compte que ce sont des acériculteurs qui sont en faveur du libre marché, qui combattent la fédération, pour certains qui ont perdu, notamment Angèle Grenier face jusqu'en Cour suprême. Et récemment, on apprend, hier, tout nouvellement, mercredi soir, on apprenait que Maxime Bernier, qui avait posté aussi un soutien à Angèle Grenier sur sa page Facebook, reçoit une mise en demeure de la fédération pour un usage tendancieux en fait des propos qu'il a tenus. Comment vous percevez ça, vous, qu'en fait que des mises en demeure soient lancées, que ce soit à des producteurs, à des médias, à des politiciens de la part d'un syndicat et des fédérations? Ah ben ça, c'est absolument rien de nouveau là-dedans, puis absolument vous êtes habitué aux mises en demeure? Rien de surprenant. Moi, j'ai fait la bataille avec les dissidents en acériculture, un groupe de 400 en l'Union acéricole paysanne en 2002-2003. Ça a été très, au moment où on voulait imposer l'agence de vente obligatoire et les quotas, les contingents. Et on en a subi des affaires comme ça à la douzaine, là. C'est toujours le même argumentaire. Vous aviez souvent les avocats du syndicat reconnus contre vous? On était poursuivis, on a eu des outrages aux tribunaux, on a eu toutes sortes de choses, même qu'à la fin, on a été obligé de régler à l'amiable, en secret, selon la bonne méthode préférée de l'UPA, parce que on était sur le point, tous les jeunes dirigeants, les jeunes acériculteurs qui avaient là étaient sur le bord d'être ruinés, là, de perdre leur propriété, tu sais, parce que ils étaient traqués de toutes parts par la fédération, par l'impôt, par ci, par ça. Alors, c'est des procédés qui sont habituels et ce qui se passe en acériculture actuellement est la répétition pure et simple de ce qui s'est passé dans les années 2002-2003. Ouais. Que je raconte, donc je raconte l'essentiel dans le livre qui va paraître. Dans le livre qui va sortir le 28 mars. D'ailleurs, ça va permettre à beaucoup de gens de comprendre ce fameux débat-là. C'est sûr qu'il y a les gens qui se battent aujourd'hui, comme ceux qui ont volé le sirop, ceux qui ont vendu leur sirop au Nouveau-Brunswick, ceux qui ont, comme Angèle Grenier, qui veulent avoir la liberté totale, d'autres qui veulent avoir... Il y a toutes sortes de modalités. Il y a des nuances selon ce que chacun souhaite. Ça revient toujours au même, c'est que le cadre créé par l'agence de vente et par les quotas est tellement rigide qu'il ne permet aucun marché pourquoi spécialisé pourquoi les producteurs acéricoles, si les producteurs acéricoles, dans une grande majorité, voient ce cadre origine, pourquoi lors des rencontres en fédération, ils n'exigent pas de la souplesse là-dedans, qui ne changent pas les règles? Ben ça, c'est le vieux discours que tient la fédération, puis je l'ai vu encore ces jours-ci. C'est des décisions démocratiques qui sont prises dans les assemblées. Elles ne le sont pas? Etc. Je pense que ce discours-là doit être absolument, comment je dirais, donc nuancé. C'est sûr qu'il y a une structure officielle de réunion, soi-disant démocratique, avec des délégués, puis tout ça. Monsieur Bouchard, vous semblez dire en fait que l'aspect démocratique défendu par la Fédération acéricole n'est pas tout à fait réel. Vous n'avez pas cette perception-là, vous, de la démocratie? Ah ben c'est le vieil argument là, de l'UPA en général et de la Fédération acéricole en particulier, c'est que toutes les décisions qui sont prises touchant le plan conjoint, touchant les contingents, l'agence de vente, ont été prises démocratiquement dans des assemblées légalement constituées, avec des délégués de chacun des syndicats locaux, etc. Oui, c'est vrai. Mais il faut pas être dupe non plus de toute la manipulation qu'il peut y avoir dans ce genre parce que ce sont des délégués, de structure. C'est l'effet délégué, parce que Angèle Grenier nous disait récemment sur ce plateau qu'elle verrait plutôt quelque chose comme un producteur à un vote.
C'est-à-dire que c'est sûr que la délégation est inévitable dans des grands groupes comme ceux-là. On ne peut pas faire régulièrement des assemblées générales avec les 20 000 membres. Tu sais, ça ne marche pas, là. Mais dans certaines situations... Encore qu'à l'ère d'Internet, il y a dans plein de choses qui peuvent certaines se faire. situations, comme lorsqu'on a accepté l'agence de vente, par exemple, qui était une affaire majeure, il devrait y avoir un référendum, il devrait y avoir aujourd'hui un vote électronique, quelque chose, parce que c'est sûr que le mécanisme des délégations, c'est pas safe. C'est pas absolument sûr démocratiquement. Parce qu'il y a de l'influence sur les délégués? N'importe qui ne peut pas se faire nommer délégué, c'est très clair, Angèle Grenier le dit très bien, tu sais. Et il y a des jeux de coulisses. Puis il y a un jeu d'influence ensuite sur les délégués? Ben oui, écoutez, les élus à l'UPA, c'est une chose énorme. Il y a 2000 élus dans l'UPA. C'est un establishment extraordinaire. Ce sont des professionnels de l'UPA. C'est pas n'importe qui là, qui est élu, là. C'est des gens qui ont le temps d'aller à des réunions. C'est des professionnels de l'UPA. Ces gens-là préparent des réunions, savent comment faire pour faire aboutir un vote là où ils veulent qu'il aboutisse. Sont-ils plus en réunion que sur leur ferme? Ou Oui, tout à fait. Tout à fait. Les petits agriculteurs ne peuvent pas être délégués. Ils ne peuvent pas être dirigeants au niveau de l'UPA. On n'a pas idée de l'ampleur de l'establishment qu'il y a à l'UPA. Donc, que le petit producteur à l'autre bout qui se sent pas vraiment écouté, soit malheureux, puis a l'impression qu'on se paye sa tête, c'est tout à fait compréhensible. Puis si on en revient en fait à ce qu'on a vu donc avant-hier, en fait, Maxime Bernier recevoir en fait une mise en demeure, répondre sur Facebook en fait qu'il s'excuse, mais aller encore un peu plus loin dans son propos en disant moi je vais me battre. Vous voyez ça comment vous, la bataille de Maxime Bernier qui dit moi je vais la faire la bataille politique, parce que finalement elle est politique la bataille. Ouais. Ben, disons, elle est un peu équivoque, la bataille pour moi. La bataille de Bernier, c'est la bataille de l'Institut économique de Montréal, c'est la bataille des gens qui sont contre la gestion de l'offre, qui sont pour la privatisation tout azimut, etc. C'est évident que pour moi, c'est pas la meilleure vision. Vous englobez pas toute la bataille de Maxime Bernier. Non. Maintenant, ce qu'il dit sur... lui-même instrumentalise là, cette cause-là au point de vue politique, là, c'est certain, là. Mais il est capable de se déprendre, il n'y a pas de problème. Et il le fait exactement comme je le fais moi-même. Là. Quand je discute dans mon prochain livre comment il est devenu impossible de contester l'accréditation, le monopole de l'UPA en termes juridiques, je fais toute l'analyse des jugements qui ont été faits, des avis juridiques, c'est que la loi est tellement bien faite, elle est tellement bien faite c'est impossible de la contester légalement. Donc elle va se contester éventuellement politiquement. Mais il n'y a que la voie politique. Est-ce qu'un homme comme Maxime Bernier serait un homme politique utile au Québec, plus qu'au fédéral, pour ce combat-là? Ah, moi, je vous ai dit mon opinion. Moi, c'est pas mon homme, mais c'est pas ma vision politique. Moi, je suis pas un défendeur des patrons puis des privatiseurs, tu sais. C'est son affaire à lui. Maintenant, ce qu'il dit de façon très pointue sur actuellement le carcan qu'impose la Fédération des producteurs acéricoles, particulièrement en laissant très, très peu d'espace pour la vente de proximité, la vente de produits de niche. Ça, vous le rejoignez là-dessus? Ça, là-dessus, qu'est-ce que tu veux? Il a raison. Il a compris que c'était un bon cheval de bataille. Mais comme dans le monde agricole, comme vous dites, bon, il y a différentes visions politiques, un peu comme dans le monde agricole. On sait que l'Union paysanne que vous avez cofondée, qui a été repris par la suite par Benoît Giroir, puis maintenant Maxime Laplante. D'un autre côté, il y a Jacques Cartier qui a lancé en 2010 le Conseil des entrepreneurs agricoles. On s'entendra que les deux organisations n'ont pas tout à fait la même vision politique, mais sur certains points, vous vous retrouvez quand même. Oui, tout à fait. Et actuellement, le point le plus
commun à toutes les dissidences, c'est le monopole syndical. Tu sais, tous les gens qui ont des gros mécontentements face à la façon dont ils sont représentés par l'UPA comprennent que c'est le monopole syndical qui est à la base de cette espèce de totalitarisme qu'exerce l'UPA sur tout le secteur agricole, sur toutes les politiques agricoles. Et c'est ce que vous expliquez très très bien donc, dans le livre que vous sortez le 28 mars prochain avec La vie agricole et VLB. Dans ce livre, l'UPA, le monopole qui a fait son temps. J'essaie. Vous essayez. Merci beaucoup, Roméo Bouchard.